Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des préparateurs physiques les plus reconnus de France. Olivier Bollier travaille depuis plus de 20 ans et a à son actif une quinzaine de médaillés olympiques. On va pouvoir échanger sur sa vision de la préparation physique. Bienvenue dans Prépa Performance. Olivier, bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Je disais en introduction que tu es préparateur physique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours professionnel ? Oui, bonjour. Moi, je viens de l'athlétisme. J'étais athlète et dans les années 2000, j'ai eu une blessure assez grave à la colonne vertébrale qui m'a empêché de poursuivre ma carrière sportive. Et donc, très naturellement, je me suis retrouvé entraîneur d'athlétisme et très rapidement derrière, je suis devenu préparateur physique dans de nombreux sports, mais pas dans le sport qui m'avait vu naître en tant que sportif. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs sports, dans les sports d'hiver et dans les sports d'été. Mais mon histoire part de cette blessure-là. Tu as un profil intéressant parce que tu es très au fait de ce qui se fait dans le milieu de la recherche scientifique et tu te définis toi-même comme un homme de terrain. Comment tu fais pour allier à la fois la science, la recherche et les connaissances qu'on pourrait dire plus empiriques liées à ton expérience ? Alors j'ai changé de paradigme. Dans le premier tiers de ma carrière, 80% de ce que je proposais à mes athlètes était tiré de la théorie ou de la science et 20% de mon expérience. Puis petit à petit, avec les années, j'ai inversé ce paradigme. Maintenant, c'est 80% de ce que je propose est tiré de mes expériences passées avec mes athlètes précédents et 20% est un apport plus théorique ou plus scientifique. Donc c'est comme ça que je me comporte vis-à-vis de la science ou de la recherche scientifique, c'est que plus le niveau d'expertise de mes athlètes augmente, plus mes athlètes sont de haut niveau, moins je suis capable de trouver dans la recherche scientifique des éléments pour les faire progresser parce que ils sont uniques et il n'y a aucune étude scientifique qui va m'indiquer comment tel athlète va devenir champion olympique. Parallèlement à ça, mon expérience personnelle fait que j'ai de moins en moins besoin de support théorique ou scientifique, mais parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup étudié cet aspect-là des choses aussi. Il ne faut absolument pas négliger l'aspect théorique. Et moi, il y a eu un changement progressif avec le temps. C'est important de mettre en avant l'expérience et justement cette notion de compréhension qui n'est pas toujours dans les bouquins. On a notamment pu échanger à la suite de l'interview de JB Morin qui est sur la chaîne. Est-ce que toi, tu utilises de façon personnelle l'application des profils force-vitesse en préparation physique ? Et si oui, quelle part est-ce que ça représente dans ton travail ? Je l'utilise d'une manière relativement limitée pour la bonne et simple raison que d'une manière indirecte, bien avant l'avènement des smartphones, on avait déjà des moyens de terrain d'identifier un profil force-vitesse. On ne l'appelait pas vraiment comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc, moi, j'ai développé des outils de terrain pour savoir si mon athlète a besoin de plus de force ou de plus de vitesse. Et donc, je fonctionne avec ces outils de terrain-là et j'ai beaucoup d'expérience avec. Donc, je l'utilise de temps en temps, le profil force-vitesse, via les applis de JB Morin, mais d'une manière peu répandue parce que j'ai déjà des systèmes d'entraînement qui sont présents pour identifier ce genre de choses. Justement, tu captes de la donnée de façon du coup indépendante. C'est très en vogue d'utiliser des outils de captation de données à l'entraînement. Pourquoi tu as choisi ceux-ci et comment tu les utilises ? En outil pour capter des données, j'utilise le plus traditionnel et le plus utile, je trouve, ça reste la fréquence cardiaque pour tout ce qui est paramétrage des séances, parce qu'en fait, mes athlètes ont pas forcément une motricité dans l'endurance qui est toujours la course à pied ou toujours du vélo. On change assez souvent les modalités d'entraînement, donc parfois il y a du vélo, parfois il y a de la course à pied, parfois il y a du circuit training, parfois il y a du crossfit. Donc je ne peux pas avoir de VMA euh, pour chacune de ces disciplines, c'est pas réaliste et c'est pas possible. Par contre, la fréquence cardiaque, elle est transversale et universelle. Donc, j'utilise la fréquence cardiaque en capture de données, euh, donc pour paramétrer les séances, comme je viens de l'expliquer. Et je l'utilise aussi dans le diagnostic de la fatigue chronique via la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un petit peu plus technique, mais ça me permet vraiment d'avoir un monitoring scientifique pointu pour le coup sur la gestion des moments dans la saison où mes athlètes sont au risque de basculer d'une fatigue normale, j'ai envie de te dire, à une fatigue pathologique. Donc j'ai la fréquence cardiaque
Et en deuxième outil de capture d'informations physiologiques, j'ai le VBT, le Velocity Based Training, c'est-à-dire la mesure de la vitesse des mouvements sur le terrain. C'est à peu près tout ce que je capte en mesure. J'utilise pas les GPS parce que j'ai pas des sports collectifs, donc on n'a pas besoin de monitorer ce genre de choses. Voilà, grosso modo, ce que j'utilise. C'est intéressant que tu parles de ces deux apports-là, parce que c'est deux sujets qu'on traitera bientôt sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le Velocity Based Training, on en parlera bientôt, mais c'est l'idée de travailler en musculation plus à partir de notions de vitesse et pas forcément de pourcentage du 1RM. Quelle part est-ce que toi ça représente dans ton travail, et est-ce qu'il t'arrive encore justement de ne pas travailler avec cette donnée? Ah oui, c'est très fréquent que je ne l'utilise pas. C'est pas devenu, ça n'a pas révolutionné mon approche. Ça l'a enrichi. Par exemple, je l'utilise beaucoup dans les cycles où on veut développer la puissance ou l'explosivité ou la force vitesse, appelons ça comme on veut. Quand on veut développer la force à haute vitesse, je l'utilise sur ces cycles-là parce que on a un feedback automatique et direct de la vitesse et de la puissance produite. Donc la tête, instantanément, il sait s'il produit le maximum de vitesse ou du moins la vitesse requise pour la séance ciblée. Je l'utilise aussi pour identifier les charges pour lesquelles le maximum de puissance est requis. Donc, tu vois, on fait une gamme montante et puis on sait que tel athlète a tel poids en squat, il produit le max de puissance. Donc, une fois qu'on l'a identifié à quelque chose près, on est bon pour toutes les autres séances. Donc, ça me sert aussi d'étalonnage de la puissance maximale sur les exercices. Et le dernier point, c'est un peu plus technique. Je m'en sers, par exemple, quand j'ai travaillé avec l'équipe nationale handisport de développé couché, je m'en suis servi lors d'un test de 1RM, donc d'un test de force max. On a mesuré la vitesse produite sur toutes les barres. Et pour des publics de très haut niveau, comme ça, on l'a utilisé pour le jour de la compétition, avoir un choix de barres. On a un choix de barres à faire, avoir un choix de barres plus précis, puisqu'on sait que les vitesses produites à chaque pourcentage de 1RM sont très constantes pour un sportif. Donc, à la fin de son échauffement, s'il y a telle charge, à tel pourcentage, il est à telle vitesse, on peut, à haut niveau, extrapoler un petit peu le choix de la deuxième barre qu'on va demander pour l'épreuve. Donc là, c'est vraiment pointu, hein, c'est pas facile à faire, c'est pas le plus utile pour les gens qui nous écoutent, mais c'est aussi une possibilité. Oui, c'est intéressant à travers d'autres profils encore qu'on peut appeler profil charge-vitesse, C'est de, ça. d'aller d'aller toujours capter de la notion de vitesse qui est plus stable dans le temps. On en parlera sur la chaîne pour les personnes qui sont intéressées par ça, même si ça reste un petit peu plus spécifique que le coaching global. Aujourd'hui, on entend parler à toutes les sauces de transfert sur la discipline de référence pour la préparation physique. Tout d'abord, est-ce que c'est également une priorité obsessionnelle pour toi? Et est-ce que tu aurais des conseils à amener pour s'assurer qu'un exercice que l'on réalise dans une séance est pertinent en termes de transfert pour la discipline? Alors, le transfert, c'est vrai que c'est devenu une obsession. Ça a toujours été central parce qu'en fait, en préparation physique, on utilise la musculation, par exemple, comme un moyen d'obtenir une amélioration des performances sur le terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi. On ne recherche pas l'augmentation de la force pour elle-même. Par exemple, quand on entraîne un skieur, son but, c'est d'être meilleur sur les skis. C'est pas d'avoir nécessairement le squat le plus lourd des Jeux Olympiques. Après, il s'avère qu'il y a des niveaux de force requis pour réaliser certaines choses, mais la préparation physique, c'est on utilise des moyens, par exemple la musculation, pour arriver à une fin. Donc, la notion de transfert, elle est cruciale parce que si on fait quelque chose qui se transfère pas ou peu, on perd notre temps et on fait perdre le temps de nos athlètes et on leur fait perdre des ressources d'énergie qu'ils pourraient allouer à d'autres choses. Donc, la notion de transfert, elle a toujours été au cœur de la préparation physique depuis qu'elle existe. Par contre, je pense voir ce que tu veux dire, elle est devenue obsessionnelle dans le sens que j'ai le sentiment qu'on maintenant, certains courants ou certaines communications, il faut toujours être prudent sur ce qu'on voit publiquement, hein. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. On a l'impression qu'il faut faire un copier-coller de ce qu'on fait dans son sport. Il faut le dupliquer, le copier-coller en salle de musculation. Donc, si c'est ça le côté obsessionnel dont tu parlais, je ne sais pas. Ça, moi, je suis absolument pas dans cette philosophie-là. Voire même, je suis aux antipodes du copier-coller. Par exemple, tu entraînes un tennisman, tu veux améliorer son coup droit. Je conseillerais absolument pas aux gens
de prendre une poulie basse et puis de faire des simulations de coups droits parce que ça ressemble au mouvement. Ça risque non seulement de parasiter ton apprentissage technique fin, parce que c'est pas un coup droit, ça y ressemble, mais pas suffisamment pour que tu sois immunisé contre un risque de détérioration technique, premièrement. Et en faisant ça, en faisant un copier-coller, tu risques aussi de continuer à surspécialiser l'athlète, alors qu'à haut niveau, justement, l'athlète, il faut tendre vers une déspécialisation pour limiter le risque de blessure et continuer à le faire progresser. Donc, oui, le transfert, il est crucial, mais pas dans le sens d'un copier-coller excessif du sport en direction de la préparation physique. C'est un point de vue très intéressant. Un autre problème auquel beaucoup de prépas physiques sont confrontés, c'est l'organisation de la séance d'entraînement. Comment choisir l'ordre de ces exercices, le nombre, etc. Qu'en est-il pour toi dans ta pratique et as-tu des astuces à partager vis-à-vis de ça? Justement, j'ai fait un petit séminaire typiquement sur ce sujet qui est gratuit. On pourra mettre le lien si ça intéresse les gens. Mais il y a un point qui est crucial en ce qui concerne l'ordre, par exemple, des exercices, c'est qu'il est dicté par trois choses. Ce qu'on met en début de séance, c'est ce qui se réalise à haute vitesse en premier. Les mouvements les plus rapides, les plus explosifs dans la phase concentrique, qui font appel donc au système anaérobie lactique, doivent être mis en début de séance car ils supportent mal une pré-fatigue. Première chose, c'est dicté par la vitesse, l'ordre des exercices, la vitesse de ceux-ci. Ensuite, c'est dicté par la complexité technique. Ce qui est le plus complexe techniquement, par exemple un mouvement emprunté à l'haltérophilie, c'est complexe techniquement, ça demande des ressources attentionnelles qui doivent être le moins impactées possible. Donc c'est utile de les mettre en début de séance, ces mouvements à haut niveau d'apprentissage technique. Et finalement, les mouvements qui sollicitent beaucoup de masse musculaire, qui engagent beaucoup de muscles, là encore, sont très fatigants, donc doivent être mis en début de séance. Ça, ces trois recommandations, c'est pour un objectif où on veut développer une modalité de la force à son paroxysme. Si on veut développer des facteurs croisés, comme le fait très bien le CrossFit, cette règle-là, elle est cassée. Moi, j'ai donné cette règle-là quand on veut développer d'une manière polarisée quelque chose. Et ces trois conseils qui sont facilement applicables et je pense que beaucoup de personnes en profiteront. En parlant d'organisation, je pense également à l'idée de planification. Tu étais intervenu à l'INSEP sur ce sujet dans les rencontres de la préparation physique. La mode actuelle, de mon point de vue, est sur la périodisation ondulatoire, très pratiquée aux États-Unis notamment. On en parlera bientôt sur la chaîne. Est-ce que de ton expérience, tu as un modèle que tu trouves plus pertinent que les autres? Oui, c'est vrai que la mode est au modèle non linéaire, au ondulatoire. Ceci étant dit, moi je trouve que c'est ni l'un ni l'autre l'optimal. L'optimal, c'est d'arriver à caler dans la saison d'un athlète les deux périodisations. Je trouve ce qui permet les plus grands résultats, c'est d'arriver à faire une première partie de saison, souvent quand on a le temps et loin des compétitions, même les sports collectifs, on y arrive à faire un bloc linéaire à ce moment-là. Et après, pour les disciplines à calendrier chargé, de compétition chargée, et ben, basculer sur du non linéaire à ce moment-là. Donc l'idéal, c'est d'arriver à prendre ce qui se fait de mieux dans les deux périodisations et à les rentrer dans la saison sportive. Voilà, je pense que c'est plus efficace que de faire que de l'un ou que de l'autre. Et ceci étant, dans les sports à calendrier chargé, comme les sports collectifs, c'est impossible d'implémenter une périodisation linéaire stricte. D'ailleurs, elle a été développée dans les sports individuels pour eux. À l'heure actuelle, s'il faut jouer un match tous les week-ends, c'est hors de propos. Et on voit bien que dans beaucoup de sports collectifs, on a du mal à composer avec les calendriers. Pour rebondir là-dessus, est-ce que tu conçois que certains préparateurs physiques aujourd'hui ne planifient plus à travers ces notions de modèle? Déjà, ils font bien comme ils veulent, mais ceci étant dit, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, tous les préparateurs physiques dont c'est le métier ont une vision à moyen terme sur ce qui va se passer, ce qu'ils voudraient voir arriver. Mais par contre, avec l'expérience, ils sont capables de se détacher d'une périodisation en fait complètement prédictive. C'est-à-dire qu'en clair, arriver le premier jour de la saison en ayant périodisé les 12 prochains mois, ça c'est un mythe. On ne peut pas concevoir la préparation physique et la périodisation
avec un rétro-planning déjà fait avant de commencer. Ça serait faire abstraction de la réalité de la vie, d'une part, et puis des réalités de terrain. Donc, certains entraîneurs, on a la sensation qu'ils n'ont pas de vision en périodisation. C'est parce qu'elle n'est pas inscrite dans le marbre. Mais par contre, je pense que tous les préparateurs physiques actuels ont une vision, une périodisation. Par contre, elle n'est pas forcément inscrite dans le marbre. Oui, toute la notion d'adaptation qui est totalement nécessaire de toute façon pour même à l'état de forme de l'athlète qu'on va avoir en face de nous. Pour rentrer plus dans les idées un peu de méthode, on voit de plus en plus se développer les notions de neurosciences dans l'entraînement sportif, notamment dans toute une branche du CrossFit. Je sais que tu t'y intéresses également, tu en as déjà parlé sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt que tu y trouves pour ton travail? Alors, c'est vrai que les neurosciences, c'est un mot qui est devenu extrêmement populaire. On le voit à toutes les sauces. Le premier intérêt, il est marketing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'entendre ce qu'ils pensent être quelque chose de novateur ou de nouveau. Ceci étant dit, les neurosciences, on va dire, publiées scientifiquement, pas ce qui est pas encore publié ou qui ne le sera jamais, il faut faire le distinguo, ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a ce qui est publié scientifiquement, il y a ce qui ne l'est pas. Et on peut toujours se dire que c'est pas parce que c'est pas publié que ça n'a pas de valeur, mais ceci étant dit, ce qui est publié scientifiquement sur les neurosciences, c'est plus, de mon point de vue, explicatif. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux développer les capacités élastiques de ton athlète, tu vois, sa capacité à emmagasiner de l'énergie dans la phase excentrique et à la restituer dans la phase concentrique. Ça, si tu veux comprendre ce qui se passe, les neurosciences sont précieuses parce que tu vas comprendre qu'une partie de l'énergie qui est restituée, elle l'est via le réflexe myotatique qui passe par la moelle épinière, etc. Donc, c'est explicatif. Les neurosciences, on va dire traditionnelles, standards et reconnues par tous les scientifiques. Mais c'est explicatif. C'est-à-dire que si tu ne sais pas qu'il y a le réflexe myotatique qui te redonne une partie de l'énergie dans la phase concentrique, ben, ce n'est pas grave. Tu vas y arriver quand même, si ce n'est que tu ne vas pas savoir ce qui se passe. Mais ne pas savoir ce qui se passe, ce n'est pas forcément une maladie en soi. Après, tout le pendant des gens qui utilisent les neurosciences qui sont un petit peu plus ésotériques, je suis un petit peu plus, pas sceptique, mais un peu plus prudent parce que justement, on ne peut pas céder systématiquement à toutes les modes, parce que par essence, une mode, si elle ne passe pas l'épreuve du temps, elle n'a pas de valeur. Tu vois, moi j'ai 43 ans, donc j'ai eu l'occasion en une vingtaine d'années de carrière de voir des modes passer. Par exemple, il y a une dizaine d'années, tu avais des studios de powerplay tout partout. Tu n'en vois presque plus. Donc tu vois, c'est l'effet de mode qui n'a pas perduré. Donc s'il fallait se jeter à chaque fois sur ou la technologie ou les effets de mode, et les réseaux sociaux surmultiplient, démultiplient ces effets de mode, ce qui n'était pas le cas avant. Nous aussi, on a un rôle un peu de garde-fou et on doit s'intéresser à ce qui est nouveau sans s'y jeter dedans à corps et à cri, parce que nous, notre métier, c'est produire des résultats concrets pour nos athlètes. C'est pas de transformer nos séances d'entraînement en lieu de test de tout ce qui se fait ou ce qui se fera ou ce qu'on aimerait bien qu'il se fasse, tu vois. Donc, je suis un peu plus partagé. Et généralement, plus j'entends parler de quelque chose, plus je suis prudent. Parce que c'est toujours démultiplié, je trouve. On retrouve aussi ça dans la nutrition sportive actuellement. La nutrition, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Low carb, high prot. Enfin, tu retrouves tout et son contraire, défendu avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, pour pas dire autre chose. C'est toujours, quand tu creuses, c'est toujours sous-tendu par des problèmes financiers, par des réalités financières. C'est rare que les gens s'étripent sur le dernier régime juste par conviction idéologique. La plupart du temps, si tu creuses, ce qui est à l'origine de ça, c'est tout simplement la volonté de vendre ou des produits ou des formations ou des livres. C'est toujours quand même ce qui est à l'origine des choses. Donc oui, la nutrition, c'est quasiment un sketch. Je suis bien d'accord. Tu utilises également des méthodes de mobilisation des tissus. Je pense notamment au scrapping.
dont tu as déjà parlé également sur Internet. Est-ce que tu utilises d'autres méthodes au quotidien et quels sont les avantages pour toi et tes athlètes? Le scrapping, tu vois, typiquement, c'est quelque chose qui a passé l'épreuve du temps, parce que le scrapping, c'est l'expression anglo-saxonne pour dire grattage, tu vois. C'est tiré de l'ancestral gua sha chinois, qui a plusieurs milliers d'années. Alors ça, autant te dire que ça a passé l'épreuve du temps. En fait, en Occident, il y a une multitude de techniques où tu utilises des outils, tout tiré de quelque chose qui fait presque partie on va dire, de l'intelligence collective, quoi. Donc, ça a passé l'épreuve du temps. C'est ça qui est séduisant dans le scrapping, prenant l'expression anglo-saxonne, ce qui permet des gains de mobilité supérieurs aux autres méthodes, comme les étirements ou même les automassages, supérieurs et surtout durables dans le temps. C'est-à-dire que tout s'atténue avec le temps. C'est normal, hein. On fait quelque chose, on progresse, et puis si on ne réentraîne pas la qualité, on régresse. Il y a certaines méthodes qui sont plus durables dans le temps. Et plus elles sont durables, plus tu peux stabiliser les gains rapidement. Donc c'est ça qui est séduisant dans cette méthode-là. Ensuite, en ce qui concerne les autres méthodes, j'utilise les ventouses aussi, mais d'une manière plus récente. Donc j'ai moins d'expérience avec les ventouses. Et après, quand on travaille en équipe dans des staffs, on laisse aussi beaucoup au staff médical le soin de traiter les tissus mous. Mais l'avantage des méthodes que je viens de citer, c'est elles peuvent se faire en auto-traitement. Ce qui nous libère d'une partie des contraintes liées au fait d'avoir du staff médical avec nous, quoi, systématiquement. Et puis, c'est pas médical. Tu vois, gagner de la mobilité, c'est pas une prérogative qui est l'apanage des kinés. C'est une prérogative universelle. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Pour en revenir plus justement sur le pan de l'entraînement, tu parles souvent du développement de la force. On fera bientôt sur la chaîne une vidéo à ce sujet avec toutes les complexités des phénomènes nerveux que l'on développe, pas uniquement mécaniques. Est-ce que tu as des méthodes favorites pour le développement de la force pour tes sportifs? Il y a une méthode qui est un peu technique à mettre en place avec les élastiques, qui est là encore, qui a passé l'épreuve du temps, parce que qui est emprunté à Matveyev dans les années 80, qui a été cité par Sif et Verkhojanski dans, je crois, la 6e édition de Super Training. Alors voilà, tu vois, ça remonte pas à la semaine dernière. C'est la méthode que j'appelle des co-contractions. Je crois que les auteurs actuels en donnent un autre nom. C'est en fait la capacité à se contracter, relâcher à très haute vitesse en tapant sur une petite amplitude, en tapant dans des élastiques très raides à très haute vitesse. Et cette méthode que j'appelle donc des co-contractions, elle permet d'augmenter la puissance. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle permet d'augmenter la puissance via une augmentation de la raideur. Donc, plus une structure est raide, moins elle dissipe d'énergie, donc plus tu peux restituer très rapidement de l'énergie. Donc cette méthode d'éco-contraction, je crois qu'elle est aussi appelée oscillatoire ou oscillante de mémoire, elle est puissante. Alors on peut l'utiliser traditionnellement avec des élastiques. Et puis il y a aussi des outils. Il y a un outil que j'utilise pour l'épaule, qui s'appelle la shoulder sphere. C'est quelque chose pareil qui utilise le même principe de co-contraction simultanée à très haute vitesse, là pour le membre supérieur. Ces méthodes-là sont de grande valeur pour développer la puissance. C'est intéressant, en plus c'est des outils qui sont peu utilisés. On a parlé justement de oscillatory training qui a été repris dans la méthode triphasique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, alors qu'en effet, il cite Medvedev et les Oui. années 70-80. Je voulais Il a également... l'honnêteté de Oui, citer ses sources. c'est ça. C'est précieux. Mais ça fait toujours bien de montrer quelque chose 2013-2014. C'est Bien plus sûr, moderne. On c'est ça. change le nom. Je voulais également te poser la question sur l'hypertrophie. On entend de plus en plus qu'il existe différents types d'hypertrophie, et notamment avec les études qu'ont montré des phénomènes d'hypertrophie plus métaboliques, autour de 30% du 1RM, mais avec des répétitions faites jusqu'à l'épuisement. Outre l'aspect purement théorique du sujet, comment toi tu t'appropries ces différences dans ton métier et pour tes athlètes? L'hypertrophie, effectivement, ça fait du sens dans notre métier parce que l'hypertrophie, c'est une grande famille de la modalité, c'est une sous-modalité de la force finalement, avec une sous-famille dans l'hypertrophie. Tu as l'hypertrophie qu'on peut appeler l'hypertrophie fonctionnelle, où tu augmentes la taille du muscle en voulant que le niveau de force maximale soit
pire des cas, au moins maintenu, voire légèrement augmenté si tu n'es pas trop avancé dans le développement de la force. L'hypertrophie fonctionnelle, c'est un peu l'hypertrophie du sportif, où en clair, tu veux être plus musclé, donc plus lourd, avoir une plus grande masse musculaire, mais tu veux pas que ça impacte négativement ton niveau de force. Parce que être plus musclé, mais en même temps en ayant un niveau de force plus volumineux, en ayant un niveau de force pas plus haut, nous, en préparation physique, ça ne nous parle pas. Ce qui n'est pas le cas nécessairement en culturisme. Donc, ça fait du sens, hormis l'aspect théorique, comme tu dis, ça fait du sens d'utiliser une hypertrophie où tu es en fait en compromis entre la prise de masse musculaire et au moins le maintien du niveau de force, versus l'hypertrophie qui est un peu plus efficace en termes de masse musculaire. Tu vas plus vite en termes d'augmentation de masse musculaire, mais tu ne peux pas garantir systématiquement le maintien du niveau de force. Donc, c'est un tout petit peu plus délicat, utile aussi, mais un petit peu plus délicat, puisque, je vous dis, nos sportifs, eux, doivent être parfois plus lourds pour avoir un poids de corps supérieur dans les affrontements, par exemple en rugby, mais ils veulent être plus forts, parce que plus lourd et moins fort, c'est souvent contre-productif. Donc, hormis l'aspect théorique, il y a l'hypertrophie, par exemple, entre 6 et 8 répétitions, tu es dans l'hypertrophie fonctionnelle, et puis l'hypertrophie entre 9 et 12 répétitions, tu es plus dans l'hypertrophie traditionnelle que l'on retrouve dans le culturisme. Donc, l'hypertrophie fonctionnelle, l'hypertrophie du sportif, on va dire, et l'hypertrophie traditionnelle, plus l'hypertrophie du culturisme. Donc, ça fait du sens aussi en application de terrain. Oui, et ça va donner de bonnes pistes pour des coachs ou des préparateurs physiques ou justement des personnes qui feraient corps et les deux casquettes. Je voudrais te poser une question un peu plus générale, mais qu'est-ce qui pour toi est un bon préparateur physique? Une bonne question. Comme c'est pas moi qui mets les médailles lors des championnats du monde des préparateurs physiques, je peux pas bien te dire. Non, plus sérieusement, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui est capable de faire progresser ses athlètes sur un large spectre de niveaux. En clair, si tu es capable de faire progresser physiquement des handballeurs d'une manière chronique, et puis des basketteurs, et puis des lanceurs de poids de niveau avancé et débutants, si tu es capable d'avoir finalement un système d'entraînement qui te permet de faire progresser une multitude d'athlètes sur plusieurs niveaux d'expertise, alors force est de constater que tu es un bon préparateur physique, au sens strict du terme. Donc tu le vois à travers le fait d'être polyvalent. Oui, j'ai pris l'exemple de la polyvalence, mais c'est vrai que c'est pas très fin de ma part parce que la plupart de mes collègues sont dans un sport et en restent la plupart du temps. Donc je vais reformuler. C'est dans la polyvalence si tu es un préparateur physique multisport, mais si tu es un préparateur physique qui fait que du foot, si tu es capable de faire progresser des joueurs de foot de tout niveau et de tout poste, au moins d'une manière chronique, alors c'est que tu es capable d'obtenir des résultats. Et ça, c'est le côté chronique qui fait la valeur. Faut pas que ce soit le fruit du hasard. Faut pas une fois ça marche et puis 9 fois ça marche pas. Faut que ce soit plutôt l'inverse, sachant que tout système d'entraînement, aussi fin soit-il, a ses limites et a des sujets et a des athlètes qui répondent peu. Mais si quand même tu es capable de faire progresser la grande majorité de tes sportifs d'une manière chronique, alors oui, tu es dans le vrai. Autre question assez vaste. Quel est pour toi l'avenir de la préparation physique? On voit beaucoup d'outils se développer, des staffs avec de nouveaux postes, comme notamment les sport scientists. Où est-ce que tout ça, ça va nous mener, d'après toi? Alors, c'est vrai que les sport scientists, c'est la dernière, on va dire, incarnation de notre profession. Ils collectent les données, ils font le lien avec la recherche scientifique. C'est effectivement indiscutable. Et puis, je pense que l'évolution va peut-être s'incarner dans l'aspect sensoriel de l'entraînement. Jusqu'à maintenant, la préparation physique, c'était presque 100% sur l'aspect moteur, c'est-à-dire être plus fort, plus rapide, plus endurant, mais c'était toujours sur ce que tu es capable de produire de l'intérieur vers l'extérieur. Et je pense qu'avec justement l'avènement des neurosciences, pour le coup, on va s'intéresser de plus en plus à tout l'aspect sensoriel. Alors, on le voit avec les lunettes stromboscopiques pour travailler euh, avec des fermetures de la vision. Euh, on le voit avec tous les outils de type neurotracker où on doit viser des choses. Tu vois, tout l'aspect travailler sur la prise d'information. Peut-être que le futur sera incarné là-dedans. J'ai plusieurs athlètes qui sont dans ces protocoles-là, pas tous, loin de là,
Et pour l'instant, ce qui est difficile quand j'en parle avec eux, c'est que déjà, c'est le commencement, donc, première chose. Et deuxièmement, ils n'arrivent pas à mesurer les progrès. Parce qu'ils disent, bah oui, je progresse sur telle épreuve spécifique de ciblage, par exemple, tu vois. Mais je sais pas, ils n'arrivent pas à dire si ça se transfère positivement dans leur sport. Parce que tu progresses toujours sur la tâche que tu es en train de faire. C'est-à-dire, si c'est une tâche où tu dois appuyer avec ton doigt sur un ordinateur quand tu vois apparaître certains trucs, bah, au début, tu n'es pas très bon. Et puis, si tu t'entraînes, fatalement, ça va aller mieux. Mais est-ce que cette tâche-là se transfère? On en revient à la notion de transfert. La notion de transfert, c'est une problématique sur la motricité, mais est-ce que c'est pas pareil sur le côté sensoriel? Est-ce que ce que tu entraînes, par exemple, sur la vision, je prends cet exemple, est-ce que ça se transfère sur ton sport? Parce que si ça se transfère que dans la tâche que tu es en train de faire, tu perds aussi un peu ton temps. Donc, pour l'instant, j'ai pas la réponse du tout, puisque de toute façon, c'est relativement embryonnaire. Mais la clé, peut-être, sera là. D'accord, c'est intéressant d'avoir ce genre de point de vue sur tout l'aspect perceptivo-moteur, etc. Euh, pour en venir sur des questions un petit peu plus perso, quels ont été tes axes de formation prioritaires ou tes mentors dans ce milieu? En France, ça a été Gilles Cometti quand j'étais étudiant, mais normal. À l'époque, il était quasiment le seul. Donc, il a eu l'extrême chance d'ouvrir carrément un champ disciplinaire. Parce que dans les années 90, quand j'étais étudiant, ben, il y avait quasiment que ça, hein, à ma connaissance. Donc, ben, voilà, on était forcément fans parce qu'il y avait que ça. Donc, et rétrospectivement, ça a beaucoup de valeur. Donc en France, à l'origine, quand j'étais étudiant, c'était Gilles Cometti. Un peu plus tard, ça a été et ça reste toujours Christophe Cario. Euh, à l'étranger, mon principal mentor, ça a été, comme beaucoup de gens de ma génération, là encore, qui ont une approche anglo-saxonne de la préparation physique, ça a été Charles Poliquin, le Canadien. Et côté toujours des anglo-saxons, l'Australien Ian King et l'Américain Paul Chek. C'est un petit peu pour moi la Sainte Trinité. Voilà globalement ce que je peux dire sur mes influences françaises et internationales. Je sais que toi aussi tu proposes des formations sur ton site internet. Est-ce que tu pourrais nous en parler, notamment le format et les sujets traités? Ouais, ben pendant le confinement, j'ai voulu produire de l'information que j'avais encore jamais produit dans mes cours, parce que je suis arrivé à un moment de ma carrière où, a priori, il y en a sûrement plus derrière que devant. Donc, j'ai voulu donner des informations qui avaient été centrales et des savoir-faire que j'avais développés et appris, qui avaient été centraux, de mon point de vue, dans ma carrière et dans les bons résultats que j'ai pu obtenir pendant ces 20 dernières années. Sous un format online, pendant le confinement, j'ai produit ces informations-là qui étaient exclusifs en ce qui me concerne. Je ne les avais jamais enseignées ailleurs. Sur justement le profilage. Le premier séminaire que j'ai produit, c'était sur le profilage, à savoir comment identifier les cas particuliers. Ce que je disais tout à l'heure, hein, les systèmes fonctionnent bien pour 70% des athlètes, mais tu as toujours des cas qui sont hors champ. Donc, comment arriver à les rattraper, à les faire progresser alors que ça ne fonctionne pas avec ton système habituel? Ça, c'était le profilage, le premier séminaire. Le second, c'était le scrapping, dont on a parlé tout à l'heure, pour à la fois augmenter la mobilité et la récupération. Le troisième, ça a été la VFC. Comment utiliser la variabilité de la fréquence cardiaque pour monitorer l'état de forme de ton athlète et qui ne passe pas d'une fatigue légère à une fatigue catastrophique. Ensuite, j'ai produit un séminaire sur le déséquilibre musculaire. Tu vois, une chaîne musculaire, c'est comme une chaîne métallique, elle n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et une des choses qui a fait que j'ai produit des résultats, c'est identifier le maillon faible et le rendre le moins faible possible pour que toute la chaîne en profite. Donc là, le séminaire suivant, c'était les déséquilibres musculaires. Et le dernier, c'était en date, au moment où on en parle, au mois d'août, c'était l'haltéro, l'utilisation de l'haltéro, mais dérivé de son utilisation première, utilisée pour développer la puissance de nos sportifs, mais aussi pour tout un tas d'autres avantages. Donc l'haltéro, en fait, pour les non-haltéros. Voilà, en format online, ce que j'ai produit ces derniers mois. Je pense que c'est des sujets qui plairont à beaucoup de gens et je mettrai dans la description de la vidéo ton site internet pour qu'ils puissent aller voir comment tout ça se déroule. Question plus orientée sportive maintenant. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme? À court terme, une grosse partie de mon énergie est focalisée sur les Jeux Olympiques de Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver, où
j'ai le gros de mon activité dans les Jeux Olympiques d'hiver, donc qui auront lieu, si tout va bien, en février 2022. Ça approche, donc à court terme, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver. Et après, ce sera le moment toujours après chaque Olympiade, c'est toujours le moment de faire un bilan, comment tu en ressors physiquement et mentalement. Et après, je verrai après ça de ce qui se passe pour la suite. Et puis continuer à partager ce que je fais réellement avec mes athlètes sur les réseaux sociaux, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup que tous les préparateurs physiques qui sont impliqués dans le haut niveau partagent un petit peu, parce que si tout le monde partage un petit peu, je pense que le niveau va augmenter drastiquement. Et malheureusement, nous ne sommes qu'une minorité en France à dire ce qu'on fait vraiment avec nos sportifs. Et du coup, ça laisse la place à tout un tas de gens qui parlent en théorie, de bonne foi, ou qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Et comme il y a rien en face de solide et d'avéré et d'ancré dans le terrain, bah, ça prend beaucoup de place. Je trouve qu'on devrait se décoincer en France et produire et dire ce qu'on fait. Pas tout, évidemment, et pas tout gratuitement. Mais si chacun produit un petit peu de ce qu'il fait vraiment avec ses athlètes, ça va faire monter le niveau global et tout le monde va progresser. Mais malheureusement, en France, on a un vrai problème vis-à-vis de la communication. Donc c'est dommageable. Et avec des chaînes comme la tienne, justement, on parle de ce qui produit des résultats et on communique dessus. C'est une très bonne chose. Je te remercie. On rentre dans la partie conseils justement que beaucoup doivent attendre, je pense. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils tout d'abord pour un jeune pratiquant de musculation qui voudrait s'y mettre et sait pas trop par où commencer? Quelqu'un qui veut faire de la musculation, il a qu'à investir quelques dizaines d'euros sur 2 ou 3 séances de coaching individuel avec un vrai professionnel de la musculation qui va lui enseigner la bonne technique d'exécution. Ça ne va pas lui coûter beaucoup de sous. Maîtriser la technique d'exécution, c'est pour la vie. Donc, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est investir quelques dizaines d'euros pour quelques séances de coaching. Et c'est un investissement pour sa santé et pour ses progrès qui sont sans commune mesure, plutôt que de vouloir tout apprendre avec des tutos gratuits sur YouTube. À un moment donné, la limite de l'auto-formation en ligne, elle est quand même qu'on fait des choses basées sur le mouvement. Donc, si on peut être coaché dans la vraie vie pour de vrai, on gagne vraiment du temps. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est celui-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Aurais-tu 2-3 conseils dans cette même idée, cette fois pour un jeune préparateur physique ou coach qui voudrait se lancer à son compte dans ce domaine? Ce qu'on pourrait conseiller à un jeune préparateur physique, c'est de grandir sous l'aile d'un ou de plusieurs mentors. En clair, ce que j'ai fait, moi, par exemple, dans ma formation initiale avec Charles Poliquin, qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont travaillé et produit des résultats pendant 10, 20 ans d'une manière chronique. Par exemple, prenons l'exemple de Charles Poliquin sur le développement de la force. Il a produit des résultats et c'est avéré puisqu'il il le justifie par les gains de ses athlètes. Et ce n'est pas des athlètes imaginaires, c'est des vrais athlètes. On peut le vérifier parce qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui te disent ouais, j'entraîne une multitude d'athlètes professionnels, mais je ne peux pas en parler, tu comprends? Non, je ne comprends pas. En fait, moi, en 20 ans de carrière, j'ai eu un athlète qui a refusé en 20 ans de carrière que je partage une partie de ce que je faisais avec lui. Donc, c'est un mythe. Donc, la plupart du temps, si tu ne sais pas qui telle personne entraîne, c'est qu'il ne l'entraîne pas, tout simplement. Donc, en fait, le bon conseil, c'est grandir sous l'aile de mentors. Tu veux être un spécialiste de l'entraînement de la force, eh ben, investis du temps et de l'argent, comme tout à l'heure pour le jeune pratiquant, pour grandir et apprendre les choses vite de gens qui l'ont déjà produit pendant, pas 6 mois, pas un an, pendant des années. Le meilleur conseil, c'est grandir sous l'aile de mentors. C'est valable pour des kinés, c'est valable pour des ostéos. En fait, il faut aller à la source de l'information. Et la source, c'est ceux qui produisent des résultats. Ce n'est pas ceux qui en parlent nécessairement en théorie. Ce pas les meilleurs théoriciens qui sont nécessairement les meilleurs praticiens. Tu veux tout savoir sur le profil force-vitesse, va voir JB Morin ou Samozino, va voir les gens qui font des profils force-vitesse toute la journée, tu vois. Ça paraît le conseil un peu bébête, hein, mais pourtant, je pense qu'il est utile. Dans cette même idée, pour en revenir aux notions de données dont on a parlé tout à l'heure, quels seraient pour toi les 2-3 outils indispensables pour un préparateur physique aujourd'hui? Ou pas forcément de données d'ailleurs?
Alors, outils, tu veux dire au sens physique du terme? Oui, À quoi tu où il y penses? aurait un investissement. J'ai eu pas mal de questions dans cette orientation-là, où la personne me contacte et me dit j'ai tel budget, à ton avis, quel serait le meilleur investissement que je puisse y faire pour ma profession de coach ou de préparateur physique? Un rack à squat multifonction, maintenant, ça coûte vraiment pas cher, où tu peux faire dedans, avec un banc ajustable, une barre et des poids. Alors, dans un petit garage, ça rentre. Donc, tu vois finalement de quoi faire des mouvements d'accroupissement, donc des squats et toutes ces variations, avec une barre et des poids. Un banc que tu peux ajuster pour faire tous les mouvements de poussée. Et dans les cages à squat, maintenant, tu peux faire des tractions parce que tu as des prises multiples. Donc, une cage à squat avec une barre et des poids et un banc, euh, c'est l'essentiel et tu peux faire tous les patterns fonctionnels polyarticulaires de base et t'es tranquille. C'est noté. Dans une logique de lecture, cette fois, c'est une question que je pose aussi assez souvent. Aurais-tu deux, trois conseils de lecture? Alors plutôt que des conseils de lecture, plutôt des conseils d'auteur. Si tu lis ce que produit Aurélien Broussal-Derval, Christophe Cario ou DJ Race, et je m'auto-cite pas par fausse modestie, t'es tranquille, c'est des gens qui vont t'amener l'information de valeur. Voilà. Plutôt que citer un livre, suis des gens de valeur. C'est toujours la même idée, quoi. Suivre des gens de valeur, t'es pas toujours forcément d'accord, mais c'est pas le but. Mais globalement, des gens de valeur vont te produire d'une manière chronique de l'information de valeur. C'est ça. Oui, c'est ça. Et si on n'est pas forcément en accord, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on commence à se faire sa propre idée du métier et donc d'évoluer. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net et sur les réseaux? Traditionnellement, Facebook et Instagram. En nom propre, on me trouve très simplement sur Facebook et Instagram. Si on a des questions à me poser en message privé sur Facebook, c'est sur Messenger, donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Je me permettrai de remettre tout ça en description de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions et puis pour intervenir sur Prépa et Performance. Tu seras bien sûr le bienvenu si tu veux à nouveau refaire l'expérience. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour tes objectifs à court et moyen terme. Pareillement, Jason. À très bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange avec Olivier Bollier pourra vous permettre d'y voir un peu plus clair vis-à-vis de ce qu'est le métier de préparateur physique. De nouveau, je tiens à remercier Olivier pour sa présence, sa sympathie et ses encouragements. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!